Bonjour. Comme promis la dernière fois, nous allons parler aujourd'hui de la notion de sous-groupe. Et les sous-groupes, donc, ce sont des sous-structures des groupes, c'est-à-dire eux-mêmes des groupes. Donc un sous-ensemble de G est un sous-groupe si la loi de G induit sur ce sous-ensemble une loi de groupe. Donc il faut pour cela, on note comme ceci H avec une sorte de plus petit ou égal, mais ça c'est une notation usuelle pour dire sous-groupe de G. H est un sous-groupe de G. Alors, la notion les critères donc qui se cachent derrière, sont les critères de stabilité. Il faut être capable en fait de restreindre la loi de G au sous-ensemble H. Donc on dit que le sous-ensemble est stable pour la loi de G, d'abord, si en fait tous les produits de deux éléments de H sont encore dans H. Elle est stable par l'inversion si les inverses de tous les éléments de H sont aussi encore dans H. Et finalement, elle est stable pour la différence si x, y inverse est toujours un élément de H, quels que soient deux éléments de H donnés. Alors, il y a différents critères. Le premier, H est un sous-groupe de G, c'est équivalent à dire que H est non vide et que H est stable pour la loi. Donc tous les produits de H sont dans H, et l'inversion, tous les inverses de H sont dans H. Mais ça fait trois choses à vérifier, trois critères à vérifier pour avoir un sous-groupe. On peut se restreindre à deux avec simplement H est non vide et H est stable pour la différence. La différence en général est un critère donc, qui nous simplifie souvent la vie, il y a moins à vérifier. Donc il est clair que si c'est un sous-groupe de G, automatiquement H doit être stable et non vide. Non vide parce qu'il doit y avoir l'élément neutre. Stable pour la loi, c'est un groupe. Stable pour l'inversion parce que c'est un groupe, et stable pour la différence parce que c'est un groupe. Et la deuxième propriété aussi entraîne clairement la troisième. Si on est stable pour la multiplication et l'inversion, on va être stable pour la différence. Alors, supposons donc la troisième propriété. Si on arrive à montrer à partir d'elle que H est un groupe, c'est gagné. On a l'équivalence entre les trois propriétés. Donc, l'idée, la première chose à utiliser, c'est qu'il existe un élément dans H, donc c'est un élément quelconque, H est non vide, et avec ça, on peut former la différence entre cet élément et lui-même, et ça nous donne le neutre. Donc XX inverse, ça va être le neutre. Donc le neutre, par stabilité, sera un élément de H. Et de même, maintenant, EX inverse, qui est X inverse, doit être aussi un élément de H. Donc les inverses sont dans H. Et finalement, puisque X, Y inverse, puisque Y inverse est dans H, si Y est dans H, Y inverse est dans H, la différence entre X et Y inverse, qui est X, Y inverse inverse, c'est XY, ça va être un élément de H. Donc ça veut dire que la loi de G peut être restreinte à H, de même que l'inversion peut être restreinte à H. Donc en gros, on a la deuxième propriété. Ce qui veut dire que comme on peut restreindre la loi de G à H, elle est bien définie. Elle est associative parce qu'elle est associative sur G, elle va continuer à être associative sur H. Elle admet un élément neutre car l'élément neutre est dans H, et elle est inversible car les inverses sont dans H. Donc, il y a des exemples de sous-groupes qui sont immédiats. C'est le singleton lui-même, le singleton constitué de l'élément neutre, c'est un sous-groupe. Et puis le groupe tout entier, c'est un sous-groupe de lui-même aussi. Pour le groupe réduit à l'élément neutre, on l'appelle aussi le groupe trivial. Donc si on parle de groupe trivial, c'est automatiquement le groupe réduit à l'élément neutre. Alors selon les notations, qu'elles soient additives, multiplicatives ou composition, le groupe trivial peut se noter comme étant le singleton qui contient l'élément neutre, ou aussi on met l'élément neutre en gras pour s'indiquer que c'est le groupe trivial. Disons, c'est pas une notation qui économise beaucoup de symboles, mais c'est une notation courante. Alors, un contre-exemple des choses qui ne sont pas des sous-groupes. Déjà, l'ensemble des entiers naturels n'est pas un sous-groupe de l'ensemble des entiers relatifs, parce qu'il est stable par addition, mais il n'est pas stable pour l'opposé, l'opposé étant l'inverse quand on parle d'addition. Donc ce n'est pas un sous-groupe de Z.
De même, l'ensemble moins 1, 1 est stable pour l'opposé. Hein. L'opposé de moins 1, c'est 1, l'opposé de 1, c'est moins 1. Mais il n'est pas du tout stable pour l'addition. Hein. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et il n'y a pas de... Donc ce n'est pas un sous-groupe de Z. Et finalement, un autre contre-exemple, c'est l'ensemble vide lui-même. Hein. L'ensemble de le vide n'est jamais un groupe. Pourquoi il n'est pas un groupe? Parce qu'il n'a pas d'élément neutre. Il faut qu'un ensemble ait au moins un élément neutre pour être un groupe. Alors des exemples de groupes cette fois, on a deux sous-groupes, de Z, hein, l'ensemble des nombres pairs, c'est un sous-groupe de Z, mais vous pouvez vérifier hein, que l'ensemble des nombres impairs n'est pas un sous-groupe de Z, hein, si jamais. Moins 1, 1, on a vu que ce n'était pas un sous-groupe de Z pour l'addition, mais c'est un sous-groupe pour la multiplication. Alors de Q étoile, hein, puisque Z n'est pas Z privé de 0 n'est pas un groupe. Donc Q étoile admet un sous-groupe qui est moins 1, 1. Les sous-groupes de Z sur 6Z, on les a vus, hein, on avait vu cette structure, mais on peut donner les sous-groupes. Il y a le sous-groupe trivial, le sous-groupe 0,3, le sous-groupe 0,2,4 et le groupe tout entier. Les sous-groupes de Z sur 15 Z étoile, alors là la liste est un peu plus longue à faire, mais en gros, il y a le groupe trivial, tout ce qui est multiple de 2, entre guillemets, donc tout ce qui est engendré par 2, ce qui est engendré par 4, ce qui est engendré par 7. Et puis on retrouve 4 dedans, mais ça veut dire simplement que ces deux sous-groupes ont eux-mêmes un sous-groupe en commun qui est celui-ci. Il y a le sous-groupe 1, 11, le sous-groupe 1, 14, le sous-groupe 1, 4, 11, 14, hein, même remarque qu'avant, que précédemment, puis le sous-groupe tout entier. Et les sous-groupes de Z sur 8Z étoile, ben, il y a le groupe à un élément, le groupe trivial, ce qui est engendré par 3, qui en fait est juste l'ensemble 1, 3, il y a l'ensemble 1, 5, l'ensemble 1, 7 et l'ensemble 1, 3, 5, 7 qui est le groupe tout entier. Alors, parlons maintenant des sous-groupes engendrés. Ça nous pend au nez, dans les exemples précédents, on avait envie de parler de groupes engendrés par un élément. Alors, on va prendre pour l'instant juste une petite remarque, qui est que si on se donne une famille de sous-groupes, l'intersection de ces sous-groupes va être encore un sous-groupe. Alors c'est extrêmement facile en fait. D'abord, tous ces sous-groupes contiennent l'élément neutre, donc l'intersection va elle-même contenir l'élément neutre, donc elle est non vide. Et puis pour tout élément xy dans cette intersection, donc pour tout élément xy qu'on prendrait dans l'intersection ici, ben, en particulier ces éléments xy sont dans tous les hi, hein, tous les sous-groupes. Donc dans ce sous-groupe hi, par exemple, pour un hi, c'est un sous-groupe, donc la différence est stable. Donc xy inverse est dans hi. Mais pour tout i. Donc ça veut dire qu'elle est dans tous les hi, donc elle est dans leur intersection. Donc la différence est stable sur l'intersection. Donc l'intersection de tous ces sous-groupes, c'est un sous-ensemble non vide, stable pour la différence, c'est un sous-groupe. Alors, pourquoi on introduit ça? En fait, c'est pour la notion de sous-groupe engendré qu'on peut construire grâce à cette intersection. Donc si on prend F un sous-ensemble de G, le sous-groupe engendré par F, que l'on note ici entre parenthèses avec angle, ici, parenthèse angulaire, F, donc angle ou angle ouvrant F, angle fermant, c'est le plus petit sous-groupe qui contient F. Alors plus petit, c'est au sens de l'inclusion. Hein. Et pour reconstruire ce sous-groupe, c'est extrêmement facile. On prend tous les groupes, tous les sous-groupes qui contiennent F, tous les sous-groupes de G qui contiennent F, et on fait l'intersection de tous ces sous-groupes. Forcément, on obtient un groupe qui contient tous les sous-groupes, qui contient F, pardon, et qui va du coup contenir tous les sous-groupes qui contiennent F, qui va être contenu dans tous les sous-groupes qui contiennent F, donc ça va être le plus petit possible. Pour un seul élément, en fait, quand on a un seul élément de G, le sous-groupe qui est engendré par cet élément, c'est l'ensemble des puissances de cet élément. Alors il suffit de noter que l'ensemble des puissances est un sous-groupe.
D'accord, hein. L'ensemble des puissances est un sous-groupe de G, ça c'est facile, parce que quand on multiplie deux éléments, enfin, il est stable par différence et il est non vide, hein, il y a au moins x et il y a aussi l'élément neutre, hein, qui est x puissance 0, il y a l'inverse qui est x puissance moins 1. Donc ceci est un sous-groupe, mais il doit être contenu aussi dans tous les sous-groupes qui contiendraient x, parce qu'à partir de x, on peut former tous les éléments qui sont là. Donc c'est le plus petit de tous les sous-groupes qui contiennent x. Donc l'ensemble le sous-groupe engendré par x, c'est l'ensemble de toutes ces puissances. Un tel groupe, un tel groupe est dicyclique, hein, si jamais. Donc l'ordre d'un groupe G, ça va être sa cardinalité. Donc on le note comme ceci avec des valeurs absolues. Souvent en théorie des ensembles on note card, en combinatoire on note dièse G, et ici, dans la théorie des groupes, on note très souvent des sortes de valeurs absolues autour de G qui veulent dire cardinalité de G. Ces trois notations sont équivalentes, donc vous pouvez les utiliser. Par contre, en théorie des groupes, on utilise souvent celle-ci. L'ordre d'un élément, c'est du coup la cardinalité ou l'ordre du sous-groupe qui l'engendre. Alors on le note, on devrait le noter avec des valeurs absolues, mais en fait très souvent il est noté ordre de x ou RD de x. Quelque chose d'amusant, c'est que si on considère l'ordre d'un élément, donc c'est le nombre d'éléments du sous-groupe qui l'engendre, ben c'est nécessairement la plus petite puissance entière et non nulle, telle que x puissance n égale 1. Donc on retombe sur l'élément neutre. Hein, sous-entendu, en fait, quand on note multiplicativement, l'élément neutre c'est toujours 1. Donc l'ordre d'un élément, c'est en fait la plus petite puissance telle que cet élément donne l'élément neutre. Alors s'il n'y a pas de plus petite puissance, hein, si cet ensemble est vide, ben, le minimum de l'ensemble vide c'est l'infini, ça veut dire que ce groupe est infini. Ça peut arriver, hein, par exemple 1 dans Z est d'ordre infini. Si maintenant, si un sous-groupe, je veux dire, est égal au sous-groupe engendré par F, hein, on dit que F engendre H, ou que H est engendré par F, et F c'est ce qu'on appelle un ensemble de générateurs de H. Une famille de générateurs ou un système de générateurs, des fois selon les auteurs les notions changent, mais donc on dit H engendré ou F par F, ou F ensemble de générateurs de H. Et donc je disais, un groupe est cyclique, hein, s'il est engendré par un seul générateur. Donc ça veut dire qu'il est un ensemble de puissance d'un seul élément. Donc Z est cyclique, hein, son générateur c'est 1, mais c'est 1 est d'ordre infini. Pour tout entier n, le groupe additif Z sur NZ est cyclique, hein, il est aussi engendré par 1 par exemple, additivement, c'est une addition. Et pour tout premier P, le groupe Z sur PZ étoile, donc l'ensemble des inversibles modulo P, est un groupe cyclique. Alors ça c'est un peu plus difficile à démontrer, et puis on peut faire même mieux, hein, on peut prendre pour tout premier impair P puissance Z sur P puissance KZ étoile est cyclique aussi, et Z puissance sur 2P puissance KZ étoile, il est aussi cyclique, et Z sur 2Z et Z sur 4Z sont cycliques, mais pas Z sur 8Z. Hein. Si vous revenez aux exemples précédents, vous pouvez constater, quand on parlait de Z sur 8Z étoile, qu'il n'est pas un groupe cyclique. Une remarque extrêmement facile, c'est que tout groupe cyclique est abélien. Donc si on espère, je veux dire, on verra en fait que tout groupe fini, enfin tout groupe abélien est produit de groupes cycliques, et c'est normal, en fait les groupes cycliques sont la pierre de construction, disons la brique élémentaire des groupes abéliens. Et si maintenant on prend une dernière définition sur les sous-groupes engendrés, on note, si on prend deux sous-groupes, F et H, FH c'est le sous-groupe qui est engendré par tous les produits possibles entre F et H. En fait c'est aussi le sous-groupe engendré par la réunion de F et de H, c'est-à-dire c'est vraiment le plus petit sous-groupe qui contient à la fois F et H. Avec un sous-groupe, on peut définir ce qu'on appelle un quotient. Alors ça c'est une construction extrêmement importante dans toutes les mathématiques, la notion de quotient.
On va voir dans les groupes ce que ça donne. Alors, je prends H un sous-groupe de G et X un élément de G. La classe à gauche de X, c'est en fait tous les multiples de la forme X fois H, où H est dans grand H. Et la classe à droite, c'est tous les multiples de la forme HX, où H est dans grand H. Ça sont les classes à gauche et à droite. Alors, cette notion de classe à gauche, c'est une relation d'équivalence, c'est-à-dire Y appartient à la classe à gauche de X, c'est la même chose que de dire que X est dans la classe à gauche de Y. Donc c'est une relation d'équivalence, il y a trois propriétés à vérifier. La réflexivité, X est dans sa propre classe à gauche, puisque H contient l'élément neutre. Si Y est dans la classe à gauche de X, donc Y c'est un multiple de X, c'est de la forme XH, alors X c'est de la forme YH inverse, donc c'est un élément de la classe de Y. Et la transitivité, si Z est dans la classe de Y et Y dans la classe de X, alors Z c'est YH, Y c'est XH' pour un autre H donc, et Z c'est donc XH', H, donc Z est dans la classe de X. Donc on a les trois propriétés pour une relation d'équivalence, réflexivité, symétrie et transitivité. Alors quand on a une classe d'équivalence, automatiquement on a cette propriété. Quand on a une relation d'équivalence, les classes, l'intersection des classes est non vide si et seulement si les classes sont égales. Donc en gros, les classes partitionnent l'ensemble de départ. Donc G est coupé en morceaux qui sont les classes. Et les mêmes propriétés sont valables pour les classes à droite, c'est exactement les mêmes raisonnements. On ne va pas les refaire à chaque fois. Alors l'ensemble des classes à gauche, qu'on note G quotienté par H, est appelé le quotient à gauche de G par H. Donc c'est le petit nom de cet ensemble-là. Pour l'instant, c'est juste un ensemble de classes et c'est tout. On peut faire la même chose pour les classes à droite. G quotienté à droite par H. Et c'est appelé le quotient à droite de G par H. La cardinalité de cet ensemble, de G quotienté par H, c'est noté entre crochets G2.H et ça s'appelle l'indice de H dans G. Donc si vous voulez, c'est une sorte de division. Et on a une formule qui nous explique qu'en effet c'est bien une forme de division. Si H est un sous-groupe de G, alors le produit entre l'indice de H dans G et l'ordre de H nous donne l'ordre de G. C'est ce qu'on appelle la formule des classes, théorème très important. S'il y a une chose à retenir, c'est lui. Alors la preuve n'est pas très difficile, je veux dire, c'est un prototype de beaucoup de preuves de ce genre-là. Alors ce qu'il faut faire, c'est choisir un système de représentants. Donc pour toute classe de G quotienté par H, il existe un élément G tel que cette classe s'écrit X fois H. Donc on va choisir dans chacune des classes un et un seul élément qui va donc représenter toute la classe. Alors ça veut dire que l'application, donc cet ensemble d'éléments, ça va être R, et l'application qui va de R dans l'ensemble des classes, qui à X fait correspondre sa classe, c'est une bijection. Alors ici on utilise en fait l'axiome du choix. Donc pour ceux qui connaissent, là on en a besoin. On prend maintenant Rx, donc l'élément de R, qui a tout élément X associe le représentant de sa classe. Et on va considérer maintenant une bijection, phi. On va montrer que c'est une bijection entre G et H. Et l'ensemble des couples formés d'un élément de H et de G quotienté par H. Donc c'est ici, G c'est de ce côté-là, et G quotienté par H, ça va correspondre à l'indice, et H à l'ordre de H. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est prendre un élément X. On va bien sûr lui associer sa classe, dans G quotienté par H, et cette classe, bien sûr, elle a un représentant, Rx. Et on va faire la différence entre Rx et X. Donc Rx inverse fois X, ça va être un élément de H. Parce que le X et Rx ont la même classe, donc leur différence, ça va être juste un élément de H. Donc phi est injective. Si on suppose donc qu'on a deux éléments X et Y qui ont les mêmes images ici, alors en particulier ils ont la même classe.
ils ont la même classe, donc ils ont le même représentant de cette classe. Donc Rx égale à Ry. Et comme Rx et Ry, on est dans un groupe, hein, c'est simplifiable, ça veut dire que x égale y. Réciproquement, enfin de plus maintenant, si phi est surjective, donc si on prend un élément de H et une classe, eh bien on peut former simplement, on peut s'apercevoir que RH, hein, si oméga, donc si la classe c'est RH, R petit h, hein, phi de R petit h, ça va être R inverse RH, RH, et ça va juste être donc H, RH. Donc en fait, pour tout couple de H et de G quotienté par H, on est capable de retrouver un élément dont c'est l'image. Et l'élément, c'est juste petit r fois petit h. Voilà, ce qui prouve maintenant que phi est une bijection. Et comme phi est une bijection, on a le même nombre, la même cardinalité de chaque côté. La cardinalité d'un produit, c'est le produit des cardinalités. D'où la formule des classes. Un corollaire de ça, enfin un corollaire immédiat, c'est que si on a un sous-groupe, ben, il va diviser l'ordre, son ordre va diviser l'ordre du groupe. Même chose si pour un élément, si c'est un groupe, si c'est un sous-groupe qui est engendré par un seul élément, donc un sous-groupe cyclique, dans ce cas, l'ordre de ce groupe, c'est l'ordre de l'élément, et donc l'ordre de tout élément d'un groupe va diviser l'ordre de ce groupe. Et même chose pour la notion d'indice. Alors, on a vu tout à l'heure que Z sur 8Z étoile, c'est un sous-groupe d'ordre 4, hein, il y a 4 éléments dedans, mais il n'a que des éléments d'ordre 1 ou 2. Donc Z sur 8Z étoile, hein, ne contient que des éléments d'ordre 1, c'est l'élément neutre, et d'ordre 2, c'est tous les 3 autres éléments, mais aucun élément d'ordre 4. Ce qui signifie en fait que la réciproque ici est fausse. Hein, donc tout élément a son ordre qui divise l'ordre du groupe, mais on n'a pas toujours, hein, il y a des diviseurs de l'ordre du groupe, tels qu'aucun élément n'admet cet ordre-là. Une conséquence pour les codes à clé publique, genre RSA, même si la clé est constituée de très très grands nombres premiers, hein, et puis qu'on peut calculer, on peut tout calculer de notre côté, phi de PQ, si vous revenez quelques épisodes avant sur le code RSA, ce sera un peu plus clair. Phi de PQ, il se peut que qu'il n'ait que de petits diviseurs premiers. Et du coup, la clé privée peut être juste une petite puissance de la clé publique, parce que tous les éléments de phi de PQ peuvent être d'ordre très petit. Donc on aura beau choisir n'importe quelle clé privée, oui, nombre E et F, hein, si vous regardez la vidéo sur le code RSA. Donc si on prend des clés privées et publiques, on aura beau choisir n'importe quoi, il se peut tout simplement que la clé privée soit d'ordre très petit et donc juste une puissance très simple de la clé publique. Alors ça, c'est quelque chose qu'il est très difficile, qu'il est difficile de prévoir, mais il y a des critères, il faut faire attention, donc c'est un des problèmes du code RSA, quand il est mal utilisé. Alors des sous-groupes distingués sont des sous-groupes qui sont un peu spéciaux, qui répondent juste à cette question. On vient de voir le quotient, on vient de voir la notion de classe à gauche et de classe à droite, mais à quelles conditions ces deux notions sont-elles identiques? En fait, il suffit que x, h, x inverse soit égal à h pour tout x. C'est ce qu'on appelle une conjugaison, et quand on a un groupe, un sous-groupe qui satisfait cette propriété, on dit qu'il est normal ou distingué. Alors selon les auteurs ou selon les cas, on préférera le terme distingué ou on préférera le terme normal. Hein. Donc il ne faut pas s'inquiéter, si vous retrouvez plusieurs fois ces notions, c'est la même notion. Et ça se note comme ceci, h est distingué, hein, s'il est stable pour toute conjugaison, et on note comme ceci, on ferme le plus petit ou égal, hein, c'est une sorte de triangle, donc h, sous-groupe distingué de G. Un sous-groupe trivial et le groupe tout entier sont toujours des sous-groupes distingués, donc on a des exemples immédiats. Et tout sous-groupe d'un groupe abélien est automatiquement distingué parce que la conjugaison, c'est une opération qui ne fait absolument rien. Puisqu'on peut changer l'ordre, x, h, x inverse, c'est la même chose que x, x inverse, h, donc c'est h. Alors,
L'importance des groupes distingués, c'est la chose suivante, c'est que le quotient, lorsque le groupe est distingué, le quotient peut être un groupe. On peut en faire un groupe tout simplement par cette loi-là, c'est-à-dire le produit de deux classes, c'est la classe du produit de deux éléments de ces classes. La preuve est extrêmement facile, hein, il n'y a pas de difficulté. Si la loi est bien définie, parce que justement parce que c'est un... Si la loi est bien définie, pardon, le sous-groupe doit être distingué parce qu'on peut prendre à la place de y ici x inverse et on obtient donc le fait que h doit être stable par conjugaison. Et si réciproquement, si le sous-groupe est distingué, à ce moment-là, on peut réécrire les choses, hein, je vous laisse lire, il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est simplement la loi est bien définie. Et puis pour montrer que c'est un groupe, c'est extrêmement facile, hein, l'associativité sort de l'associativité du groupe, de G. L'élément neutre, ben, c'est juste H lui-même, ou la classe de l'élément neutre. Et puis l'inverse ben, existe aussi sans problème, sans difficulté aucune. Alors, il existe des groupes, hein, des sous-groupes qui ne sont pas distingués. Hein. Pour que cette notion ait un sens, il faut quand même qu'il y ait des exemples où ce n'est pas distingué. Et bien c'est exactement ça. On va prendre ici ce qu'on appelle le groupe du triangle. C'est un petit groupe très facile, c'est l'ensemble de toutes les symétries ou isométries, disons, qui préservent le triangle ABC, ici un triangle équilatéral ABC. Alors considérons juste ρ, la rotation d'angle 120 degrés si on veut, et sigma, la symétrie qui échange B et C. Alors, il se trouve que ρ, sigma, ρ inverse, donc on applique la rotation sigma puis la rotation sur A, enfin la rotation inverse sigma et la rotation, il faut toujours lire les compositions à l'envers. Sigma, en A, on trouve que ρ inverse de A, c'est C, sigma de C, c'est B, et ρ de B, c'est C. Donc on a trouvé que ρ, sigma, ρ inverse de A est différent de A. Donc ça ne peut être ni sigma, ni l'élément neutre. Donc le sous-groupe engendré par sigma, qui est 1 et sigma, en fait, 1 est la symétrie, l'identité et la symétrie, ce groupe-là n'est pas stable par conjugaison par ρ. Ça ne peut pas être un élément de 1 et sigma. C'est ni 1 ni sigma, puisque pour l'identité et pour sigma, dans tous les cas, l'image de A est A. Et là, c'est pas le cas. Donc la conjugaison, hein, c'est donc cette application-là, qui a Y fait correspondre X, Y, X inverse. Ça, c'est la conjugaison par X. Et un sous-groupe est distingué si et seulement si il est stable pour toute conjugaison. Alors des propriétés extrêmement rapides hein, sur les sous-groupes. Un sous-groupe d'un sous-groupe est encore un sous-groupe. Un sous-groupe distingué d'un sous-groupe distingué, c'est un sous-groupe distingué. Un sous-groupe, si on a un sous-groupe et un sous-groupe distingué, leur intersection va être un sous-groupe distingué du groupe F. Hein, donc si F est un sous-groupe de G et H un sous-groupe distingué de G, F inter H est un sous-groupe distingué de F. Alors, mais pas de G, hein. Il faut faire très attention à ça. Donc les sous-groupes distingués de G induisent les sous-groupes distingués de F par intersection. Si F et H sont tous les deux des sous-groupes distingués, alors leur produit, enfin l'ensemble qui les compte, le plus petit sous-groupe qui les contient les deux, va aussi être un sous-groupe distingué. Parce que toute conjugaison va préserver F et H, et il n'y a pas de difficulté. Et si F et H sont tous les deux des sous-groupes distingués, leur intersection, cette fois, est un sous-groupe distingué de G. Ne serait-ce que par la deuxième propriété qui est ici, avec la deuxième et la troisième propriété. Et maintenant, on peut aussi définir le plus petit sous-groupe distingué contenant F, hein, le sous-groupe distingué engendré par une famille F. Alors, je l'ai noté comme si avec des doubles angles. Cette notation n'est absolument pas standardisée, on utilise peu ce genre de notation, mais quand on l'utilise, disons, on le mentionne avec une phrase. Là, on peut introduire un symbole si on veut. Et pour avoir donc cette notion de sous-groupe distingué engendré par F, il suffit de faire l'intersection sur tous les sous-groupes distingués qui contiennent F.
Alors, quelques sous-groupes qui apparaissent naturellement, hein, associés à un groupe, et construction générale si on veut. Il y a d'abord le centre. Alors le centre d'un groupe, c'est l'ensemble de tous les éléments qui commutent avec tous les autres. Donc c'est l'ensemble des éléments en fait qui forment un sous-groupe abélien, qui commutent avec tout le monde. Alors le centre est un sous-groupe distingué automatiquement, puisqu'il commute avec tous les éléments du centre sont stables par conjugaison, donc il n'y a aucun problème. Et pour qu'un groupe soit abélien, il suffit que son centre soit égal à lui-même. On peut aussi définir quelque chose pour un sous-groupe, le normalisateur de ce sous-groupe. C'est le plus petit sous-groupe dans lequel H est stable par conjugaison, donc H est un sous-groupe distingué. Voilà, donc NG de H, le normalisateur de H dans G, c'est un sous-groupe de G, c'est pas nécessairement un sous-groupe distingué, de préférence non en fait, mais c'est le plus grand sous-groupe de G qui contient H et dans lequel H est distingué. Une autre notion un peu plus courante, celle-ci, c'est la notion de commutateur. Alors les commutateurs, en fait, sont des objets qui servent à vérifier si oui ou non des éléments commutent. Hein. Ici, c'est juste x inverse, y inverse, x, y, le commutateur de x et y. Et si les éléments commutent, alors on pose ceci de à faire 1, donc est trivial. Et quand les éléments ne commutent pas, ben, c'est non trivial. Alors pour des sous-groupes, H et K, de G, le commutateur de H et K, c'est le sous-groupe qui est engendré par tous les commutateurs d'un élément de H et d'un élément de K. Donc c'est un groupe qu'on peut former, hein, c'est un sous-groupe engendré par ça. Pas de difficulté, il mesure à quel point H et K ne commutent pas entre eux. Alors une première propriété, c'est que si H et K sont distingués, les commutateurs de ces deux groupes vont être un sous-groupe distingué. Ça c'est hautement facile à démontrer, il n'y a rien à faire. Les commutateurs sont stables par conjugaison à nouveau. Et le sous-groupe dérivé, donc une nouvelle notion, le sous-groupe dérivé, du coup, le commutateur de GG, c'est un sous-groupe qui est automatiquement distingué. Pourquoi? Parce que G est distingué dans lui-même, donc il n'y a aucun problème. Et ce sous-groupe dérivé va être trivial si et seulement si G est abélien. Ça voudrait dire que tous les éléments de G commutent avec tous les autres éléments de G. Alors, à partir de cette notion de commutateur, on peut définir la suite centrale descendante, qui consiste à prendre les commutateurs successifs avec G. Donc, on peut prendre un commutateur avec G, puis avec G, puis avec G, etc. Et les quotients successifs donc, de cette suite centrale descendante, c'est donc des sous-groupes distingués tous, et les quotients successifs sont des groupes abéliens. Et même chose, on peut faire ça dans l'autre sens, alors avec une suite centrale ascendante cette fois. On part du sous-groupe trivial, et en fait on prend le groupe suivant, un Z1 par exemple, c'est tout ce qui est tous les éléments tels que X, Y sont dans ZI. Alors, ça veut dire par exemple que Z1 c'est le centre. Si on reprend la définition du centre, on obtient que Z1 c'est le centre. Donc Z0 c'est l'ensemble trivial, c'est le sous-groupe trivial, Z1 c'est le centre, Z2 ça va être une notion un peu plus embêtante, donc c'est tous les éléments qui ne commutent pas, qui commutent disons à un élément du centre près, donc qui commutent presque. Z3 c'est ceux qui commutent presque, etc. etc. Et pour la suite centrale descendante, c'était la même idée, on part du groupe central et du groupe de départ, ensuite on prend les commutateurs, le groupe dérivé, puis après on est presque dans le groupe dérivé, presque dans le groupe dérivé, etc. Et pour ci de suite, les quotients successifs sont abéliens. Alors ce qu'on aime bien, hein, on utilise énormément ça pour analyser les groupes, et ce qu'on aime vraiment, c'est lorsqu'on a des groupes tels que la suite centrale descendante ou la suite centrale ascendante atteignent l'autre bout. Donc à partir d'un moment, est-ce qu'on a ce groupe trivial pour la suite centrale descendante, est-ce qu'on a le groupe tout entier pour la suite centrale ascendante? Alors c'est pas toujours le cas, c'est vraiment de loin pas le cas, mais quand ça arrive, il y a des extrêmement bonnes propriétés. Déjà, elles arrivent les deux en même temps. On va pas
On va pas épiloguer là-dessus, mais disons que ce sont des notions importantes et amusantes et le bon moyen d'analyser des groupes. Alors un petit exemple quand même. Hein. Un petit exemple, on va prendre de nouveau le groupe du triangle, hein, on le note D6, hein, cette notation on en reparlera plus tard, et c'est constitué donc de 6 transformations. Il y a l'identité qui est une isométrie, hein, qui ne fait rien, qui laisse ABC fixe. Il y a la symétrie qui passe par A, la symétrie qui passe par d'axe passant par B, la symétrie d'axe passant par C, et 2 rotations, une rotation de 120 degrés et une rotation de 240 degrés. Les sous-groupes, c'est assez facile de voir ce qui se passe, on n'a qu'à regarder ce qui engendre quoi. Donc on a le sous-groupe engendré par le sigma 1, le sous-groupe engendré par sigma 2, le sous-groupe engendré par sigma 3, le sous-groupe engendré par la rotation ρ1, qui est aussi le sous-groupe engendré par la rotation ρ2, hein, faut pas s'inquiéter, c'est le même, et le groupe tout entier. Et en fait, on s'aperçoit que dès qu'on prend sigma 1 et sigma 2, en fait on engendre tout, ou sigma 1 et ρ1, on engendre tout, etc. Le centre de ce groupe, tous les éléments qui commutent avec n'importe quoi, ben, c'est juste le sous-groupe trivial, donc ici le centre est trivial, donc c'est un groupe qui est éminemment non commutatif. Et le groupe dérivé, en fait le groupe dérivé de ce sous-groupe, c'est juste en fait le sous-groupe des rotations. Et le sous-groupe des rotations, donc c'est un sous-groupe distingué. Alors, ici on a la représentation de ces 6 sous-groupes, du groupe D6, donc D6 lui-même, le sous-groupe trivial lui-même, ce qui est engendré par les symétries, les 3 sous-groupes de symétrie, et le sous-groupe des rotations. Alors en rouge, c'est ce qui est distingué. Hein, donc le sous-groupe trivial est distingué n'importe où, donc c'est pour ça que toutes les flèches qui partent ici sont rouges, et le sous-groupe des rotations, lui, est distingué dans le sous-groupe total. Par contre, les symétries ne le sont absolument pas. Et les nombres qui figurent ici, ce sont juste des indices. Donc quand on regarde D6 quotienté par ρ1, on obtient un ensemble à 2 éléments. Et si on regarde D6 quotienté par sigma 3, on obtient un ensemble à 3 éléments. Hein, j'ai bien dit un ensemble et pas un groupe. Sigma 3 n'est pas distingué. Mais n'empêche qu'on peut faire le quotient et calculer l'indice. Donc ici, on a cette représentation de l'ensemble des sous-groupes avec leur relation entre eux. Quels sont les sous-groupes auxquels ils appartiennent. On appelle ça le treillis des sous-groupes, hein, c'est juste un détail. Mais donc c'est cette structure-là de sous-groupe dans ce groupe des 6, le groupe du triangle. Voilà, prochaine fois nous allons introduire la notion d'homomorphisme, et ça se fait sentir, le besoin se fait sentir depuis longtemps. À bientôt, bonne journée.